Alors, aujourd'hui, on va voir donc les escalades de privilèges, les fonctionnalités qu'on appelle capabilities, capacité littéralement d'un processus ou d'un binaire. Donc, on va aller assez vite. Je vous redirige vers la vidéo où je vous ai expliqué tout ça. On avait vu ensemble qu'on avait à peu près une quarantaine de capacités, de fonctionnalités qui nous permettent de gérer les privilèges à un niveau plus granulaire. hein. Ça permet aux administrateurs système d'augmenter le niveau d'un privilège, d'un processus ou d'un binaire. Un exemple, si on a un analyste SOC en blue teaming qui doit utiliser un outil pour initier les connexions de socket, on a un utilisateur régulier par opposition qui sera pas en mesure de le faire. Ok, donc on va pouvoir donner les droits au SOC et pas à l'utilisateur régulier. Si l'administrateur système ne souhaite pas accorder en effet à cet utilisateur des privilèges plus élevés, il peut modifier les capacités du binaire. En conséquence, le binaire s'en sortirait sans avoir besoin d'un compte à privilège plus élevé. Ok? Donc vous avez toutes les options et comment ça fonctionne dans le manuel. Et je vous avais mis déjà un site qui recense l'ensemble des capacités au niveau du noyau Linux en fait. Donc on a quoi? On a le fameux getcap. hein, et GetCap fournit donc c'est le programme qui va nous permettre de récupérer des informations sur les fonctionnalités qui sont activées. GetCap tout seul ne fera rien. Je vais vous montrer. On va se connecter à la machine. Comme ça, on sera fixé. On va faire un peu les deux. Donc, on a notre copine Karen. Vous commencez à la connaître. On va se connecter à la machine. Et on va venir stabiliser le shell. Euh, Ouais, je voudrais pas que ça pose problème. Non, je vais rester comme ça. Je vais pas le stabiliser. Vous verrez plus tard pourquoi. Mais je vais vous montrer tout simplement si on fait un get cap, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Ok. Ça nous dit, bah écoute, hein, voilà, c'est le programme qui permet en fonction des requêtes que tu lui fais, des fichiers sur lesquels tu vas requêter, qui va afficher les fameuses capabilities, comme on le voit. Donc nous, pour avoir des informations plus pertinentes, il faut qu'on fasse un get cap r, ok, et ça va générer beaucoup d'erreurs. Donc on va faire une redirection vers dev nul pour pas être pollué au niveau de notre vue sur le standard output. Et j'ai oublié, il faut que je requête quelque part au niveau du système de fichiers. Là, je lui dis à la racine, ok? Excusez-moi, je commence à faire des bêtises. Voilà, donc là, il part à la racine, hein, et on va se rafraîchir la mémoire quand même. Rappelez-vous, si on doit voir le système de fichiers, bien l'avoir en tête. hein, Linux File System, on va demander un tri, et donc euh, ça dépend de la présentation, mais voilà, grosso modo, vous savez que c'est comme un arbre, et voilà, ça c'est la racine, c'est le root, c'est notre fameux slash, ok? Et après, on va venir aller requêter dans l'ensemble du système de fichiers, ok? Si je dois vous donner une autre représentation, ok? Le root est en haut, et puis après, comme des racines, je vous disais, on va descendre. Donc là, il nous a fait notre petite requête, on va aller voir ce qu'il nous trouve. Et il nous dit, bah écoute copain, c'est cool. Moi là j'ai quoi? J'ai ça. J'ai Streamer qui est dans le lib. Et t'as la capacité qui s'appelle CapNet Bind Service. Ok? Ça va permettre juste de faire des liaisons, comme son nom l'indique, et d'avoir les droits administrateurs. Ok? Ensuite j'ai quoi? Bah dans UserBean, il y a traceroute IPUtils, qui est un utilitaire qui permet de faire des traceroutes, de tracer les routes, de faire du routing si vous voulez. En quoi? En IPv6, parce qu'il y a le petit 6 ici, et il a la capacité, lui, de faire un netrow. On l'avait vu, netrow, ça permet d'ouvrir tout simplement des sockets.
et c'est des opérations en bas niveau. Même chose, pourquoi? Bah, pour MTR Packet, ok? Qui est un outil qui va nous permettre d'envoyer des paquets. Donc, bah, lui aussi, hein, il a besoin de sockets, puisque bah, si on fait du réseau, il nous faut un socket, hein. C'est ce qui va nous permettre d'établir le canal de communication. On a également Ping, ok? Et on voit qu'on a deux, deux utilitaires, Vim, hein, qui est un éditeur de texte, et également Vue, hein, qui est un éditeur de texte, un peu comme Vim d'ailleurs. Et eux, ils ont le SATUID, ils ont la capacité au niveau du SATUID. Donc, bah, ils ont peut-être des droits différents. Si ça se trouve, hein, on va aller vérifier par la suite, ok, eh ben, c'est bien Karen et l'utilisateur Ubuntu qui ont chacun un programme, mais peut-être que ils l'exécutent en tant que route. Pour nous, ça va être une aubaine, on va pouvoir s'en servir pour faire notre escalade de privilèges. Ok, donc ça, il faut bien comprendre tout ça, et il va falloir faire plusieurs étapes de reconnaissance d'énumération. C'est pas uniquement le getCap R qui va vous permettre d'identifier tout ça. Mais déjà, qu'est-ce qu'on a comme information pertinente en fait, hein? Eh ben, on voit qu'on a quoi? On a 6 exécutables. J'en ai quoi? J'en ai un dans lib, j'en ai 3 autres, ça fait 4 dans bin, ok? Et j'en ai 2 autres qui sont dans le home respectif de l'utilisateur Karen et de l'autre utilisateur qui s'appelle Ubuntu. Donc 2 plus 3, on est à 5, et le dernier 6 qui est dans le lib, ok? C'est GSStreamer, ok? Donc là, concrètement, on a quoi? On a 6 utilitaires. On va aller voir. Combien de fichiers binaires? On en a 6, ok? Donc ça, il faut bien le comprendre, le getCap, hein. Et lorsqu'il est exécuté en tant qu'utilisateur non privilégié, hein, donc sans le sudo ou sans le root, ça va générer beaucoup d'erreurs, hein. Donc pensez à rediriger, c'est ce que je vous disais. Et qu'est-ce qu'on note là, au niveau des captures d'écran? Que ni Vim ni sa copie, la copie elle s'appelle comment? Eh ben là, on voit qu'il y a une copie. Alors, pas sur la machine où on est connecté. Là, focalisez-vous sur la capture d'écran. On voit qu'il y a quoi? Il y a Vim qui est dans quoi? Dans le home d'un utilisateur qui s'appelle Alper. Comment je le sais? Bah, je sais que c'est un tiret. C'est un tiret, donc c'est un binaire statique. Ensuite, on a quoi? On a le petit L. Ah, là, c'est différent. C'est plus un tiret, c'est un petit L. Ça veut dire que c'est un lien symbolique. On a dû utiliser la commande ln-s pour faire un lien symbolique. Et le lien symbolique, en fait, je vous ai dit sous Linux, pour vous donner le meilleur exemple, eh ben, c'est le raccourci que vous avez sur votre bureau, que ça soit sous Linux ou que ça soit sous Windows. Ça, c'est un lien symbolique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je n'ai pas le binaire statique qui est présent, hein, sur mon home desktop. On peut aller vérifier. Vous allez voir que je vous dis pas de bêtises. C'est un lien symbolique. Qu'est-ce qu'un lien symbolique? C'est un raccourci. Donc en termes de poids, eh ben, il pèse quasiment rien, hein. C'est le principe du raccourci. Ça va aller pointer vers autre chose. Ok? Donc je vais aller sur mon bureau, et là j'ai quoi? Bah, j'ai la trace, hein. J'ai bien ma corbeille, et vous voyez que c'est un fichier desktop. Ok? Et le fichier desktop, en fait, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, ça me dit, hey Coco, tiens, ça, c'est un lien, en fait. C'est un lien symbolique. Et en fait, ton KM Trash Desktop, là, celui que vous pouvez voir là, tout simplement, hein, eh ben, il pointe vers le vrai binaire statique. Et le vrai binaire statique, je le vois avec le ls-l, il me dit, écoute, en fait, le vrai binaire, il est là-dedans, hein, il est dans user, share, kservice, kmtrash, desktop. Toi, tu as juste un lien symbolique. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est en bleu. Si c'est en bleu, c'est que c'est un lien. Ok? Mais si vous n'avez pas les couleurs, vous savez que si il y a L, ça veut dire link, et link en anglais, bah, c'est un lien. Ok? Donc là, c'est le même principe, hein. C'est, bah, on voit bien qu'on a quoi? On a, ok, un user bin vim, hein, pour Alper, mais en fait, il pointe vers quoi? Vers ETC alternative Vim. Ok? Donc pareil, principe de lien en bleu vers quoi? Une couleur verte pâle, hein, et c'est le vrai binaire. Ok? Donc ça, il faut bien comprendre en fait. Et toujours se servir de notre liste GTF au bin,
puisque ça va nous permettre, justement, je vais trouver un programme qui m'intéresse. Là, j'ai pris quoi? J'ai pris View. Et là, on parle de quoi? Ben, on parle des fameuses capacités. OK? Donc, on va utiliser les capabilities. Et vous allez voir que avec cette commande, hein, on va faire un peu à notre sauce, en fait. On va utiliser hein, les capacités, les fonctionnalités et les détourner. OK? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, bah écoute, si le binaire a le cap 7 UID, OK? Bah allons vérifier là. Ah ouais, bah oui. Tiens, ça tombe bien, il l'a. Donc il me dit quoi? Il me dit, bah s'il l'a, écoute, ça veut dire que ça sera exécuté. Et si jamais tu lances un autre binaire à partir du programme, à partir de view, eh ben, le binaire que tu vas lancer à partir de view aura tout simplement les mêmes droits. Ok? C'est une porte dérobée qui va nous permettre d'avoir un maintien de privilège hein, au niveau de notre accès en manipulant tout simplement le l'UID du processus. Ok? L'UID du processus, il a quoi? Il a le cap set UID, donc c'est comme s'il avait le set UID bit, ok? Et du coup, eh ben, si tu lances un autre processus enfant à partir du processus parent qui est view, ok? Eh ben, tu vas pouvoir maintenir ton accès. Tu vas rester root, ok? Et pour nous, bah, c'est parfait. Pourquoi? Bah, ça va nous permettre de nous échapper, ok? J'ai le compte de Karen, eh ben, je vais pouvoir passer route. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va demander? On va faire comme si on lançait View. Hein, on va lui dire, bah écoute, tiens, lance-toi, je voudrais éditer du texte. Et tout de suite, on lui dit quoi? En Python, on lui dit -c. OK? On lui dit C, et je vous ai dit, alors, ça fera pas tout pour vous, mais quand vous débutez, allez sur Explain Shell. Hein, alors, je vous ai dit, hein, là, il y a une partie du langage, c'est du Python. Ça vous expliquera pas le Python. Mais si je fais ça, explain, qu'est-ce qu'il me dit? No man, tu plaisantes ou quoi? Ok. Il me dit quoi? Il dit, bah, view, si tu connais pas, ok, hein, ça va exécuter, hein, donc exécute le programme via les entrées dans le fichier mailcap. Hein. View, on peut aller voir, avoir un petit peu plus de détails, ok? Et les options qui s'offrent à nous. Hein. Vous pouvez aller faire une recherche aussi sur Google. Et C, ça me dit quoi? Bah ça, il vous le dit pas, mais en fait, c'est l'exécution immédiate. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, bah écoute, tu vas faire view, et tout de suite, t'exécutes. Et là, je te donne quoi? Je te donne du langage Python. Ok? On voit le 2 points pi, ça veut dire que c'est Python 1, Python 2. Si j'ai besoin de Python 3, c'est celui qu'on va utiliser parce qu'il est installé sur la machine. On va lui dire 2 points pi 3. Ok? À remplacer ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On importe les librairies, les modules Python qui s'appellent OS. OS, pourquoi? Bah, pour faire des appels système, tout simplement. Une fois qu'on a importé OS, on peut utiliser OS. Et j'ai une méthode, hein, une fonction qui s'appelle setUID. Ok? Je demande quoi? Bah, de faire un appel système et de quoi? Eh ben, qu'est-ce qu'ils nous disent? De maintenir l'accès privilégié en manipulant son UID. Eh ben ouais, on va manipuler l'UID. Nous, on est quoi? On est Karen, pas de chance. On est 1001. Eh ben je vais lui dire, écoute Coco, au lieu d'être 1001, moi je te dis que t'es 0 cette fois-ci. Tu vas faire un OS execCL, hein, pareil, je vous ai dit, hein, n'hésitez pas, il n'y a pas de honte à avoir. Voilà, moi j'ai un doute, je sais plus de la différence entre exec et execCL. Bah allez, on va aller rechercher. Ok? Exécuter un fichier, on va aller voir. Ok? Aller voir le man. Donc là, on voit que c'est utilisé en C, en fait. Hein. ExecCL, exécuter un fichier. La famille des fonctions exec remplace l'image d'un processus en cours par une nouvelle image du processus. En changeant et en remplaçant l'image du processus et en modifiant son ID, je vais pouvoir faire mon escalade de privilèges. Hein. On va utiliser execCL. Pourquoi? Bah pour charger un constant car, en fait, en C. Ok, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faudra avoir des connaissances sur le C. Mais en gros, ça va nous permettre de faire ça.
ok? Et comme ils nous le disent, bah ouais, en effet, après tu peux limite charger hein, un interpréteur de commande. C'est exactement ce qu'on va faire en fait. Techniquement, qu'est-ce qu'on va venir faire? Alors, si on doit résumer, donc je lui demande l'exécution hein, d'un car 7. Je lui dis quoi? Bah écoute, tu m'exécutes bin sh, hein, sh qui est dans bin. Tu le lances, SH, ok, et tout ça, je vais passer, on passe plusieurs choses en paramètres, ok. On lui dit C, t'exécutes tout de suite après quoi? Un reset hein, au niveau de l'interpréteur et tu le recharges à nouveau. Tu fais à nouveau un exec SH. En faisant ça, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben justement, ça va venir casser le système de vérification, si vous voulez, et c'est notre porte dérobée qui va permettre de garder le processus UID parent. Ok? Donc view et root est exécuté en tant que cap set UID root, et ben mon processus bin sh lui aussi va devenir root. Ok? Je spawn, je le reset et je le recharge tout de suite. Ok? Ça, on manipule l'UID et il va bugger. Et au lieu de dire ah bah écoute set UID toi t'es quoi? T'es 1001, il va nous dire non non t'es 0. Ok? Et si on est 0, du coup on a fait quoi? On a fait notre privesc. Si on a fait notre privesc, on devient root. Ok? Donc je vais vous montrer la démo. On va terminer ça. Et là, donc ID, hein, on voit bien. ID, là, dans cet exemple, bah, c'est Alper, hein. Alper, il est 1000. Ok? Nous, on est Karen, on est 1001. Mais si je lance Vim, ok? Je fais le fameux C, Python 3, import, tout ça, cette commande hein, qu'on a vue, ok? Qu'est-ce qui se passe? Et ben là, ça bug. Erases control H, ok? On fait un ID et là, on est passé route, ok? Donc, bah, on a utilisé une faille, ok? Faille qui permet d'escalader nos privilèges, ok? Donc là, on va voir avec view et bah, on va faire la même chose et ça devrait en théorie fonctionner, ok? Donc, deuxième étape de vérification, je vous disais, avant de lancer l'attaque, on va vérifier avec LNLS, hein, le view. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, écoute, pardon, Ubuntu view, donc on va lui dire quoi? Pardon, ln s dans home Ubuntu, et là, on a notre view. Non, il veut pas, bon, on va y aller. D'accord, faudrait peut-être que je le stabilise en fait. Non, ça passe. Ok, on va aller dans Ubuntu. Ok, ls-l. Et on voit qu'au niveau des droits, il n'y a rien de classique. Par contre, il y a un truc qui est étrange, je comprends pas là. Je suis dans le home de Ubuntu et c'est le root qui l'exécute. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est typiquement ce qu'on a vu. Ok? C'est justement ce que nous dit quoi? La commande euh, getcap. Ok. Elle nous dit, hey Coco, regarde, cap, set UID. Donc, vous comprenez bien que c'est le même fonctionnement, mais c'est pas tout à fait la même chose qu'un suite bit. S'il y avait un suite bit, là, on aurait quoi? On aurait RWS au lieu du RWX. Ok? Mais on a la capacité setuid et on voit que, bah, en effet, Ubuntu n'est pas administrateur, il n'est pas root, il fait pas partie du groupe sudo-r non plus. Ok? Mais visiblement, quand il lance view, eh ben là, on lui donne les droits en tant que root. Ok? Le propriétaire, c'est root, qui fait partie du groupe root. Ok? Et lui, il peut l'exécuter sans problème. Ok? Il est X, il est autre, il peut l'exécuter et il peut le lire. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut se balader dans ce répertoire, il peut voir le programme view, et quand il l'exécute pas en tant qu'Ubuntu, du groupe Ubuntu, il l'exécute en tant que root. Ok? Donc là, on a fait la vérification,
en théorie, qu'est-ce qui devrait se passer? Bah, ça devrait totalement fonctionner. Ok? Donc, on va le lancer, notre attaque. Qu'est-ce qu'on a vu? On appelle le Python 3, on fait un import, hein, un peu les mêmes techniques qu'on utilise quand on stabilise notre shell, pardon, OS, ok, sauf que bah, c'est un petit peu plus, entre guillemets, complexe. Set UID, hein, on lui passe 0 en paramètre. Fin de l'instruction, hein, rappelez-vous, point virgule veut dire fin de l'instruction. On appelle notre car, ok, notre constante, c'est quoi? Ben, on lui dit, écoute, regarde dans bin, il doit y avoir un truc qui s'appelle SH, et on lui passe en paramètre tout ce qu'il faut, ok? Le tiret C pour lui dire, pardon, le SH d'abord, ensuite le tiret C, ok? Pour lui dire, écoute, exécute tout de suite après, quoi? Ben, un reset, ok, et fin de l'instruction, on passe à l'instruction suivante. Ok, donc les points-virgules, vous vous rappelez en bash, en fait, techniquement, une fois que l'instruction est finie, on passe à autre chose. Ok, pas de chance, c'était vieux. Je me distrais tout ça. Alors, j'ai pas envie de tout réécrire, hein, vous m'excuserez, je suis un peu fainéant, vous le savez. Comme le shell n'est pas stabilisé, je le fais à partir d'ici. Non, ça a bugué là. Eh ouais, ça a bugué. Ok, et vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? Comment je peux être root, UID root 0 et j'ai pas changé? Si vraiment j'étais le vrai root, UID 0, GID 0. Root, groupe, root. Là, je suis resté Karen et je fais bien partie du groupe Karen, 1001, 1001. Et pourtant, en ID, en identifiant utilisateur, j'étais 1001. Je suis passé maintenant 0. Eh ben, c'est que ça va fonctionner. C'est ce que je vous ai expliqué. Ok? C'est typiquement ce que nous dit la GTF Obin. Tu vas pouvoir maintenir un accès privilégié en manipulant le process UID. Bah ouais, on l'a manipulé. Je l'ai manipulé. Ok? J'étais 1001, maintenant on est 0. On est devenu les dieux dans la machine. Ok? Et c'est typiquement hein, là cette fonction qu'on a appelée. Et le chargement d'un nouveau chef. Ok? Vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Ok, donc ça, j'espère que c'est bien clair. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut bah, lire notre flag. Hein, c'est un peu le but en fait. Accéder à tous les fichiers pour les exfiltrer. On a notre drapeau. Ok, donc ça, j'espère que c'est bien clair. Il est là. Ok, et on a utilisé View. Maintenant, on va voir les cron tables. Hein. Qui dit cron table dit cron job. Comment ça marche? Dans une table cron, j'ai des jobs cron. Des jobs, en fait, des tâches planifiées. Hein. Donc, on va terminer la machine. Au revoir. On va lancer la nouvelle. Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai rien demandé. Reste calme. Ok. Donc, les tâches cron sont utilisées pour exécuter des scripts ou des fichiers binaires hein, à des moments spécifiques. Par défaut, ils s'exécutent avec le privilège de leur propriétaire et non de l'utilisateur actuel. Bien que les tâches cron correctement configurées ne soient pas intrinsèquement vulnérables, elles peuvent fournir un vecteur d'escalade de privilèges dans certaines conditions. Ok, conditions qu'il faudra déterminer. L'idée est assez simple en fait. Hein. S'il y a une tâche planifiée qui s'exécute avec des privilèges root et que nous pouvons modifier le script qui sera exécuté, alors notre script s'exécutera avec des privilèges root. Ok? Et si on lance un shell et qu'on spawn un shell, eh ben, l'ordinateur va faire spawner un shell, on va le récupérer via un listener, un auditeur, et en récupérant la connexion, on récupère pas une connexion de base, on récupère une connexion avec les privilèges root
on a accès à la machine escalade de privilèges. OK? Donc la configuration des tâches cron, en fait, elles sont stockées sous forme de cron tab, hein, qu'on appelle des tables cron ou cron. Il y en a qui appellent ça cron, moi j'aime pas, je préfère les cron. Ok? Pour voir la prochaine heure et la prochaine date d'exécution de la machine. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il est en train de partir en couille. Donc chaque utilisateur du système a son fichier crontab et peut exécuter des tâches spécifiques, qu'ils soient connectés ou non. Comme vous pouvez vous y attendre, notre objectif sera de trouver un travail cron défini par route et de lui faire exécuter notre script, idéalement un shell, hein, puisque on veut. Après, on peut lui demander n'importe quelle action, mais pour nous, un shell stabilisé en route, c'est le summum, ok? Ça nous permet de tout faire. Donc n'importe quel utilisateur peut lire le fichier en conservant les tâches cron, hein, à l'échelle du système, et on va faire typiquement un cat etc dans cron tab, hein. Alors que les machines CTF peuvent avoir des tâches cron exécutées toutes les minutes ou toutes les 5 minutes pour nous faciliter la tâche, hein. Vous verrez plus souvent des tâches qui s'exécutent quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement lors des engagements de tests d'intrusion. Ça veut dire, je vous ai dit que certaines cyberattaques, tests d'intrusion du red teaming peuvent se dérouler sur des mois. Parfois, il faudra attendre une semaine pour que votre charge utile s'exécute via une tâche planifiée. OK? Parce que vous n'avez pas d'autres moyens, notamment pas le moyen d'en créer. Alors vous avez juste la possibilité d'en modifier une. OK? Et on va faire laisser le script s'exécuter, hein, pour pas alerter l'administrateur. Et à la fin du script, on va rajouter une petite ligne, ou deux lignes, ou trois lignes, ou quatre lignes, qui va venir exécuter quoi? Notre shell. Ok? Donc idéalement, ça sera extrêmement furtif, mais il faudra attendre le temps, hein, de planification de la tâche. Parfois, bah, une semaine, parfois un mois, pour pouvoir récupérer la main. Donc c'est vraiment un travail de patience, c'est un jeu d'échecs. On avance pas à pas, on avance nos pièces, ok, jusqu'à faire tomber le roi. C'est un jeu d'échecs, ni plus ni moins. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là? Ben, on peut voir qu'on a backup, ok? Backup, le script a été configuré pour s'exécuter toutes les minutes, ok? Et le contenu du fichier affiche un script simple qui crée une sauvegarde du fichier price XLS. Typiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on a un script SH, donc c'est un script bash. Comment je vérifie ça? J'ai mon shibun, ok, qui dit, bah écoute, lance bash dans bin, ok. Ensuite, qu'est-ce que ça fait? Bah ça vient créer une sauvegarde, ok, à partir de quoi? D'un fichier price à un fichier XLS, Excel, qui s'appelle prix au pluriel, et il est présent dans l'arborescence source, et c'est home dans l'utilisateur Alper, document commercial, via le fameux fichier. Et la destination, j'ai quoi? Eh ben pareil, dans le home de Alper, dans document, je vais quoi? Je vais renommer, ok, archive, plus quoi? Eh ben, une variable qui s'appelle backup time, pointoir.gz. Alors, c'est pas compliqué, on va décomposer, ok? Là, on voit qu'on a un tar gz, ça veut dire que c'est une archive qui a été compressée, ok? Et il faut exécuter la commande. La commande, en fait, pour faire un tar gz, c'est tar-cpzf, ok? Et j'ai besoin de deux variables. Mes deux variables, on les a déclarées. C'est destination et source folder. Pour les appeler, vous vous rappelez comment en bash on appelle une variable via le pourcentage, ok? Et tout en majuscule. Donc je lui dis quoi? Bah écoute, tu fais une opération de compression de l'archive, tu prends tout ce qu'il y a en destination, ok? Enfin, dans le répertoire source, donc c'est-à-dire le price.xls, et tu le mets dans la destination. Et là, qu'est-ce que ça dit? Bah écoute, tu renommes l'archive backup et tu te sers de la variable backup time qui a été déclarée là. Et backup time, en fait, c'est quoi? On utilise le programme date. Date, vous pouvez l'utiliser partout, ok? Sous Linux, ça vous donne la date, ok? Et on lui dit quoi? Bah à partir de date, tu formates et tu fais plus pourcentage B, c'est quoi? C'est le mois, moins pourcentage D, moins pourcentage G. Alors,
Vous vous basez pas sur le plus et le moins, ok? C'est parce qu'on utilise des expressions régulières. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on demande l'euro d'attache, ok? À partir de dead, on va extrapoler et la sauvegarde va s'appeler comment? Backup. À chaque fois, elle commencera par backup et bah, ça sera quoi? Aujourd'hui, on est quoi? Le 14/11/2011. Elle s'appellera backup d'abord le mois, ok? 11, le jour, 14, le day et 2021. Ok? Donc ça, faut bien comprendre ça, c'est important. Ok? Donc c'est un simple script et maintenant vous savez à peu près ce qu'il fait. Ok? Donc ça c'est fait et on voit que notre utilisateur peut accéder à ce script. Donc nous pouvons facilement le modifier pour créer un shell, un reverse shell, hein, avec des privilèges root. Espérons-le. Donc le script utilise des outils disponibles sur le système cible pour lancer un shell inversé. Deux points à noter, hein, la syntaxe de la commande varie en fonction des outils disponibles, hein. Des fois, vous n'aurez pas le "-e" sur Netcat et il faut toujours préférer démarrer en fait des shells inversés car nous ne voulons pas compromettre l'intégrité du système lors d'un véritable engagement de test d'intrusion. Ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? On lui dit bash i, ok? Redirection des flux vers quoi? Dev TCP, j'ouvre un canal de communication. 10.02.15, c'est l'adresse IP de l'ordinateur du hacker. On redirige vers le port 6666 qu'il a ouvert. Et lui, il doit avoir quoi? Il doit avoir un Netcat listener. Il a fait quoi sur son ordi? NC-LNVP 6666. Ok? Et si on ouvre le flux, on le ferme là. Redirection, vous vous rappelez, 0, 1, 2, ok, en bash, 0 standard input, l'entrée, votre clavier, standard output, c'est votre écran, le terminal, et nous, qu'est-ce qu'on veut? Bah, tout ce qu'on rentre dans notre terminal, ça rentre dans le sien, en fait, hein. On va établir un canal de communication. Donc, comme je vous disais, le fameux NCLNVP 666, puisque là, dans la charge utile, on a choisi le port 6666, et on voit qu'on récupère la main. Ok? Donc, typiquement, Crontal vaut toujours la peine d'être vérifié, car il peut parfois conduire à des vecteurs d'escalade de privilèges qui sont faciles. Ok? Le scénario suivant n'est pas rare dans les entreprises qui n'ont pas un certain niveau de maturité en termes de cybersécurité. Les administrateurs système doivent exécuter un script à intervalles réguliers. Ils créent un travail cron pour le faire. Après un certain temps, le script devient inutile et ils le suppriment. Ils ne nettoient pas le travail cron qui est pertinent. Donc ça reste, bah, ça ouvre une faille sur le système. Ok? Donc ce problème de gestion du changement conduit à un exploit potentiel, en effet, tirant parti eh ben, de l'utilisation de la cron tab. Ok? Donc là, on a notre backup SH, antivirus SH exécuté par route. Et là, pensez à chaque fois, hein. Donc je vous mettrai une ressource en français qui vous explique bien comment on lit, mais on va faire très très simple. On a quoi? On a une, deux, trois, quatre, cinq cases. Ok? Une, deux, trois, quatre, cinq. Ok? Ensuite, on a l'utilisateur, la commande, ok, qui va être exécutée. Donc je fais très simple. Oublions cette partie pour l'instant. Là, qu'est-ce que je vois? J'ai quoi? J'ai une tâche, deux tâches, trois tâches, quatre tâches, cinq tâches, six tâches. Ok? Ces tâches, vous les retrouverez constamment. C'est les tâches par défaut. On a du cron daily tous les jours, du weekly toutes les semaines et du monthly tous les mois. Là, c'est quoi? C'est le programme Anacron qui se lance dans SBIN. Je sais que SBIN, on a tous les utilisateurs système, ok, dans user has been, au niveau du système de fichiers Linux. Et là, on a quoi? On fait un CD à la racine et autre commande, on fait run parts report dans etc cron hourly. Peu importe ce qu'on fait là, vous focalisez pas là-dessus. Tout ce qu'on voit, c'est les commandes, ok. Là, je vais dans Home Alper Desktop, je lance Backup SH. Et là, je lance, je pense, dans le répertoire courant, antivirus.sh. On voit les utilisateurs. À chaque fois là, c'est root. Maintenant, les étoiles. Alors, commençons par le plus simple, les deux lignes du bas.
Ok? Wildcard, ça veut dire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout, 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 tout. Donc, si je regarde ça, là, c'est décalé. Vous basez pas là-dessus, ça vient foutre la merde. C'est décalé. Commençons par le plus simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les minutes, donc les minutes, elles commencent à zéro, hein, l'ordinateur commence à partir de zéro, toutes les heures, ok? Donc, à 0, 0, après 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, par exemple de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Et vous trompez pas, si vous voyez un 6, c'est 6 heures du matin. Ok? Là, typiquement, c'est quoi? C'est à 6h25 du matin que se lance la tâche planifiée. C'est pas à 18 heures le soir. Sinon, ça serait 25, 18. Ok? Donc c'est un peu déroutant au début, surtout qu'il y a les minutes d'abord. Généralement, on met les heures d'abord, ensuite les minutes. Mais reprenons l'exemple simple, que je vous perde pas. On a quoi? Toutes les minutes, toutes les heures de quoi? De tous les jours du mois, de 1 à 31. De quoi? De tous les mois de l'année, de 1 à 12. Bah oui, il y a 12 mois dans l'année, où on peut mettre janvier, février, mars, avril, etc. On peut les nommer. De quoi? De tous les jours de la semaine, de 0 à 6. Ok? Sunday, c'est quoi? C'est dimanche, c'est 0 ou c'est 7. Ok? Ou on peut également donner, hein, déclarer les jours. Ok? Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ok? Donc pensez à ça, on commence tout le temps par 0, hein, ou ça peut être par 7. C'est-à-dire quoi? Ça peut être soit Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ou généralement, par défaut, on commence par le dimanche. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ok? Donc là, ça veut dire que tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ceux-là, à la limite, c'est les plus faciles à lire. Ceux-là, c'est un petit peu plus compliqué. On va pas tous les faire, mais prenons un qui est un peu complexe. Voilà, ces deux-là. Ok? Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire 52 minutes. Et là, qu'est-ce que je vois? 6. Donc ça veut dire à 6h52 du matin, ma tâche, cette action-là, va se lancer en tant que route, et ensuite, quoi? Qu'est-ce que je regarde? Quoi? Tous les 1. Donc tous les premiers du mois à 6h52, ma tâche va s'exécuter. Tous tous les mois de l'année et tous les jours de la semaine. Ok? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ok? J'espère que vous comprenez bien. Ensuite, celui-là, quelle est la différence? Eh ben là, celui-là se lance à 6h47 du matin. Toujours, étoile tout. Tout, ça veut dire tous les jours du mois. Ok? Deuxième étoile, ça veut dire tous les mois de l'année. 12 mois. Par contre, là, on a 7. 7, c'est le dernier. Ça veut dire 7 jours de la semaine. Donc, ça se lancera quoi? Ok. Ça se lancera, que je dise pas de bêtises, bah, le 7. Ok? Donc, c'est le dimanche. Ok? Donc ça, j'espère, encore une fois, hein, que ça, c'est bien clair. Ok? Donc, quelle est la différence? Vous allez me dire, ouais, mais là, je comprends pas. Tu nous parles de Day of Month, et il y a aussi le Day of Week. Bah, tout simplement, c'est celui-là qui va primer. Ok? Parce que là, ok, ouais, ça va se lancer tous les jours du mois. Mais c'est quoi qui prévaut? Eh bah, c'est le dernier. Et le dernier, c'est quoi? C'est le Day of Week. Et là, on dit, c'est le dimanche. Ok? Il y a 4 dimanches dans le mois, donc il va pas se lancer tous les jours. Il va se lancer 4 fois dans le mois, et ça sera le dimanche. Ok? C'est normal. On a 7 jours, et on a 4 semaines. 4 fois 7. Ok? Donc,
Voilà, j'espère que ça c'est bien clair. Ok? Donc on parle vraiment comme ça. Et là, c'est pareil, qu'est-ce qui prévaut? Bah, c'est là. Là, on va lui dire, tous les jours du mois, tu vas te lancer, et on précise pas le jour, ok? Donc, ça veut dire implicitement tous les jours. Tous les jours, et tous les jours pendant un mois, ok? Donc voilà, au début, je sais que c'est un peu déroutant, mais il va falloir vous familiariser, ok? Et on va terminer, donc, la connexion shell inverse en 30 dispose de privilège roost, c'est parfait, ok? Pourquoi on parle de shell inverse en 30? En 30 pour nous, ok? Notre Kali Linux, il est en écoute, donc il attend une connexion en 30. Donc si c'est une connexion entrante sur notre ordinateur, c'est quoi? C'est une connexion sortante à partir du serveur qu'on est en train de pirater. Donc si c'est une connexion sortante, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'on va contourner également les pare-feux. Parce qu'il y a de fortes chances que les pare-feux ne bloquent pas notre connexion, notre canal de communication qu'on a lancé en bash, ok? Euh, Puisque l'ordinateur a besoin de communiquer vers l'extérieur, vers Internet, via la gateway. Vous vous rappelez de tout ça? Donc, eh ben, généralement, on a plus de chances de récupérer un shell inverse qu'un bind shell, ok? Donc voilà, j'espère que c'est bien clair. Et dans le cas où vous trouverez un script ou une tâche existante attachée à une tâche cron, il vaut toujours la peine de passer du temps à comprendre la fonction du script et comment tout outil est utilisé dans le contexte. Ok? Par exemple, tar, setz, rsync peuvent être exploités à l'aide de leurs fonctions génériques. Donc c'est mal expliqué, mais typiquement, tar parfois utilise le wildcard. Ok? C'est-à-dire que eh ben, ça va demander de tout archiver. Le problème, c'est que tar, eh ben, c'est pareil, c'est une GTF au bin. Je vais vous montrer. Et si tar utilise le wildcard, hein, et que l'admin dit, bah écoute, en fait, tu prends tous les fichiers dans le répertoire courant et tu me les archives, eh ben, ça devient un grave problème. Pourquoi? Bah, parce que je peux, via le wildcard, faire une attaque. Ok? Limité de suite, en fait, on va pouvoir utiliser cette attaque. Ok? Tout simplement pourquoi? Eh ben parce que pas de chance, il a utilisé l'astérix. Ok? Mais ça c'est pareil, il faut avoir vraiment une bonne connaissance des mineurs. Hein? On voit que bah, là c'est pareil. Ok? En utilisant le wildcard, on va pouvoir feinter et exécuter. Ok? Donc en fonction, hein, ça va nous permettre bah, de s'échapper d'un environnement restreint en spawnant un système shell interactif. Ok? Donc voilà, ça demande un peu de connaissance, ça viendra avec le temps. Ok, donc là je vais lancer la machine et on va se faire l'exercice. Et laissez-moi vous montrer hein, au niveau du bash i, hein, le shell le plus simple, hein, c'est pas, il n'y a rien de bien complexe. Laissez-moi vous trouver le shell. Non, ça c'est un PowerShell, c'est un petit, voilà. Nous on veut quoi? On veut du bash. Autant pour moi il est pas là. Oh non, ça c'est en shell. Voilà. Là, vous voyez, en gros, on fait quoi? Je peux pas zoomer, bien sûr. C'est du bash i, et vous voyez que typiquement, c'est ce qu'a utilisé dans l'exemple hein, notre utilisateur. Il est où? On perd bash i, hein, redirection, chevron, personne, tout ça, tout ça, tout ça. Ok? C'est là. Dev, TCP, et bon, là, il n'y a pas l'adresse IP, parce que je lui ai pas mis. Mais regardez, si je mets la mienne, il va l'affiner. En temps réel, hein, il est en train d'adapter exactement. Vous allez voir que c'est le même payload. Hein, c'est celui que je vais venir ajouter. Ça, c'est ma machine Kali. Et on peut reprendre l'exemple. Hein, utiliser le port 666 pour que vous soyez pas trop dérouté. Je vais le copier. Vous allez voir qu'il n'y a aucune différence avec notre exemple. Hein. Voilà. Bash-c exec. Alors,
Pourquoi j'ai pas besoin de faire ça? Puisque, en fait, il va déjà être exécuté. Je vais pas faire un double bash. J'ai pas besoin de faire ça. En fait, je lui demande juste bash i, ok? Ça, c'est intéressant. Ok? Donc, il faudra l'adapter, hein. Encore une fois, est-ce qu'il vous le met? Je sais pas. C'est peut-être trop complexe. Il faut quoi? Il faut un i-off. Tu comprends pas l'i-off? Ouais, ok. Ok, parfait, il y arrive. Donc, ça dit quoi? Bah, bash, bone again shell. Ok, le fameux bash amélioré. Ok. sh, eh ben, c'est un shell. Bash, c'est la version sh améliorée qui s'appelle Born Again Shell. Ok, du nom de l'informaticien Born qui l'a inventé. Et bah là, ça te dit hein, justement. Ok, shell interactif. Ah bah ça tombe bien parce que ça dit quoi? Ah ouais, d'accord. Ok, bah c'est exactement ce qu'on veut. Ça tombe bien. Ok, excusez-moi, je me perds. Ensuite, le fameux dev TCP. On descend en bas. Ok? Ça vous explique tout. Ok? Donc avant qu'une commande soit exécutée, hein, l'entrée et la sortie sera redirigée vers une notation spéciale interprétée par le shell. La redirection va être utilisée hein, tout simplement pour ouvrir et fermer les fichiers pendant l'exécution de l'environnement shell. Ok? Et ces opérateurs de redirection vont être utilisés à chaque fois qu'on rentre une commande. Ok? La redirection, typiquement, va se faire de gauche à droite. Ok? Et on a ce principe hein, avec standard erreur et standard output, on va rediriger. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? Ben, tu me rediriges toutes les erreurs vers le terminal. En effet, si jamais je tape un truc sur mon Kali Linux et que ça m'affiche pas les erreurs du serveur, eh ben j'ai une communication qui est biaisée. Je vais avoir certes la sortie, mais vous savez que la sortie sous Linux, il faut pas oublier qu'il y a aussi une deuxième sortie. La deuxième sortie, c'est la 2, ok? La 2, c'est les erreurs. La 1, c'est la sortie simple, ok? Et 0, c'est tout ce que je tape, ok? Donc ça, servez-vous de ce site hein, pour, euh, pour mieux comprendre ce qu'on fait en fait, hein. N'hésitez pas à traduire. Je sais pas s'il peut le traduire directement. Ça serait magnifique. Non, il n'y arrive pas. C'est peut-être Ghostery qui fout la merde. Il est où ce bâtard de Ghostery? Ah, je l'ai pas installé en plus. Ok. Alors c'est peut-être lui. On va le désactiver pour ce site. On va le désactiver pour ce site. Est-ce que je peux demander une traduction maintenant? Non. Bah, il faudra passer par Google Translate ou par Mate, peut-être. C'est comme ça. Peut-être il veut bien vous le traduire. Ouais. Ok? Comme ça, il veut bien vous le traduire. Voilà. Comme ça, vous avez plus d'excuses pour ne pas comprendre ce qu'on fait. Ok? Même si vous connaissez pas le bash, bah voilà, c'est l'occasion de vous y émettre et, euh, et je vous ferai des cours bash, ça viendra plus tard. Ok? Parce que voilà, si je dois vous apprendre bash, il y a moyen de faire 100 heures de cours et je pense qu'il y a des gens qui seront pas motivés. Ça les excitera pas plus que ça. Donc voilà, on fera petit à petit, on verra les notions et comprendre un peu mieux. Ok? Mais grosso modo, ça nous permet d'ouvrir un canal de communication. Le dev TCP, c'est quoi? Je vous ai dit quoi? Sous Linux, tout est fichier. Eh ben ça tombe bien, c'est le cas. Ok? Je vais à la racine. J'ai quoi? Oh, j'ai dev. Et dans dev, il y a quoi? Il y aurait pas un petit TCP par hasard? Hmm. Moi, je vous parle tout le temps des TTY, mais ils sont là, nos terminaux. Ok? Vous les voyez, les TTY. Ok? Et pourquoi il est pas là? Donc le TCP, il est pas
affiché tel quel. Pourquoi? Parce que TCP, tout simplement, ça veut dire qu'on travaille dans Dev, hein. Dans Dev, vous savez qu'on a toutes les périphériques. C'est une périphérique réseau. Pourquoi? Parce que j'ouvre un canal de communication via le réseau, vous l'avez compris, et en TCP. Ok? Mais c'est là-dedans que ça va se passer, puisqu'on a tous nos périphériques, et on a nos périphériques réseau aussi. C'est pour ça que le canal de communication en bash se fait via cette commande. Ok? Cette commande parce qu'on lui dit, bah écoute, dans Dev, tu sais que tu as toutes les périphériques. Moi, je veux du réseau et on va ouvrir une connexion en TCP. Ok? Maintenant, vous connaissez un peu le TCP IP. Ok? Par opposition à quoi? À l'UDP qui utilise les datagrammes. Ok? Là, on veut une connexion en TCP. TCP, donc, avec vérification des paquets, puisque c'est le protocole de transmission où on vérifie. Hein, vous vous rappelez, le TCP est plus lent que l'UDP. Je vous avais dit, l'UDP, on l'utilise pour les jeux vidéo, pour le streaming, le VOD, pour Skype, etc. Le TCP, c'est pour garantir les communications. Bah, ça tombe bien. Si je dois établir une communication pirate vers un serveur, j'ai intérêt à pas perdre de paquets, que ce que je tape, c'est bien ce que lui comprend. Ce que lui m'envoie, ça soit bien interprété, c'est des informations que je récupère et qu'elles soient pas corrompues dans mon terminal. Vous l'avez compris. Bon, j'ai meublé, je pense que la machine est chargée, mais voilà, je prends le temps de bien vous expliquer, même si je me répète. Ça, c'est parce que je suis un vieux con. Allez, c'est parti. Donc, traduisons, ça dit quoi? Ça dit combien de cron jobs sur la cible? C'est une très très bonne question. On va venir te connecter. Pourquoi j'ai pas mon Firefox là? Qu'est-ce qu'il me dit? 10 10 84 115. Ok. Ok. Là, combien de tâches on a, à votre avis? Vous diriez quoi? D'après ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a combien? Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On est d'accord? Ok? Il y en a huit. Et sur les huit, il y en a quoi? Il y en a quatre qui sont d'office système. Ok? Ça, vous les trouverez partout. La preuve en est. Je n'invente rien. Oh, c'est exactement la même chose. Bah ouais, je vous ai dit que ça, on les trouve sur n'importe quel Linux, ok? C'est le système d'exploitation qui fait son boulot, ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si celles-là, elles existent sur tous les Linux, en fait, on en a quoi? On en a quatre personnalisés, ok? On a root antivirus SH, antivirus SH, home Karen backup SH et test, ok? Donc on en a quatre. Quel est le content? Très très bonne question. Eh ben là, il va falloir venir attaquer. Ok? Donc j'ai l'embarras du choix. Ok? Puisque toutes, qu'est-ce que je regarde? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les minutes. Ok? J'ai pas envie d'attendre des heures, des mois. J'ai autre chose à foutre, hein, personnellement. Donc là, je vois quoi? Toutes les minutes. Toutes les minutes. Toutes les minutes. Toutes les minutes. J'ai quoi? Des tâches qui s'exécutent en tant que route. Mais le problème, je sais pas, hein, c'est laquelle, moi, parce que vous êtes gentil, antivirus, backup SH, je connais pas si j'ai les droits en écriture. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, faut que je vérifie les droits. Ok? Là, j'ai quoi? J'ai Karen Karen qui l'exécute, mais moi, je suis quoi? Je suis Karen. Donc, Karen Karen.
Moi, je suis Karen, Karen, je fais partie du groupe Karen. Donc, ça veut dire quoi? Que je suis le propriétaire. Et le groupe. Donc, si je suis propriétaire, hein, parce que le propriétaire prend tout le temps le dessus sur le groupe, ça veut dire que je regarde quoi? Ça, c'est mes droits. Parce que moi, je suis Karen. Et là, il me dit quoi? Il me dit que j'ai le droit en écriture et en lecture. Parfait. Read, write. Ça veut dire que je vais pouvoir éditer backup.sh. OK? Et malgré que ça soit Karen qui détienne le fichier, qu'est-ce qu'on a vu dans les tâches planifiées? On a vu qu'en effet, hein, dans le home de Karen, il y a un backup SH, sauf que c'est le root qui le lance. OK? La preuve en est, hein. Moi je suis dans quoi? PWD, je suis bien dans le home de Karen. OK? J'invente rien. Tout est là. OK? C'est bien notre fichier backup.sh. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous l'avez compris, on va venir pousser notre charge utile. Alors, on va essayer de l'éditer avec Nano, en espérant qu'il y soit. Il y est. Ok? Donc, je vous ai dit, ne soyez pas bourrin. Vous n'êtes pas obligé d'effacer ce qu'a fait le gentil administrateur. Vous lui laissez faire le taf. Qu'est-ce que fait concrètement ce script? Il fait un CD. Donc, il veut se déplacer dans quoi? À partir de la racine, il va dans Home, il va dans Admin. Il y a un répertoire 1, sous-répertoire 2, sous-répertoire 3. Et là-dedans, il y a result. OK? Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il zip en récursif, en fait, hein, tout ce qu'il y a dans result et dans le home admin, à la racine du home admin, hein, il rentre pas dans 1, 2, 3. Il y a un fichier, un nouveau fichier zip qui va être créé avec quoi? Qu'est-ce qu'il met dans le zip? Hein, il faut bien décomposer. R récursif, je veux tout ce qu'il y a dans home admin. Il veut quoi? Travailler dans le répertoire courant. Et il y a quoi? Il y a le slash dollar. Donc ça, point slash wildcard, pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends tout, wildcard, tu prends tous les fichiers qui sont où? Point slash, qui sont dans le répertoire courant. Ok? C'est aussi simple que ça. Ça, faut bien être à l'aise avec ça. Donc zip, il fait quoi? Zip, il fait du récursif. Il prend quoi? Tous les fichiers dans le répertoire courant. Et le répertoire courant, bah, c'est quoi? Bah, c'est dans home, admin, hein, et il crée une nouvelle archive qui s'appelle download zip. Ok? Et tout ça, pardon, je vous ai induit en erreur, eh ben, il le met dans result. Ok? Dans la sous-arborescence 1, 2, 3. Donc ça, c'est cool. On lui laisse faire le taf. Nous, qu'est-ce qu'on vient faire? Donc, on va pas se prendre la tête. En fait, j'ai tout effacé. On va rajouter notre payload sans se prendre la tête du tout, du tout, du tout. Et tant pis pour le boulot, hein, de notre administrateur, le pauvre. Donc, bash i, mode interactif, redirection. On ouvre le canal de communication vers dev TCP. Ok, 10, 11, 26, 90. On va reprendre l'exemple 666. Ok, 0, on referme le canal de communication. Ok, 0 vers 1. Qu'est-ce que tu me fais? Barcode là. Backup. Bon, sh. Ok. Rien ne nous empêche, on n'est pas obligé d'attendre une minute, hein, on va pas s'emmerder, on va le pousser. Et là, permission denied, chmod plus X. Ok. Chmod plus X, bah oui, chmod plus X, mais il faut un fichier. Backup.sh, je lui donne les droits en exécution. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait sur ma machine? Eh ben, USW, j'ouvre le port 666. Il est déjà ouvert. Netcat, on écoute sur quoi? Bah, sur le port 666, comme vous l'avez compris. Ok. Et là, maintenant, on repousse le job de sauvegarde. Il s'exécute et on récupère la main. Ok. Donc, j'espère que c'est bien clair. Et maintenant, bah, on est Karen? What? Non, ils sont rien.
Vous voyez, hein, on a bien la redirection, parce que vous avez vu que je vous dis, canal de communication, tout ce qui rentre chez lui va chez moi. Bah là, quand je fais le sudo -L, c'est ici que ça apparaît. Donc vous voyez bien qu'on a un canal de communication hein, dans les deux sens. Donc il y a un problème parce que je suis pas route. Donc il faut que j'attende la page planifiée. Donc si je le lance moi, ça le fait pas, c'est en tant qu'arène. Donc 4 etc run tab. Ok, Karen Becker, date. Ok, dans 40 secondes, on devrait avoir la main. Et il nous feintait, hein, parce que vous pouvez vérifier, la celle-là dans TMP, il y a rien du tout. Il n'y a pas le job. Ok, cette tâche, ils auraient dû la supprimer. Il n'y a pas de fichier test. Et le problème, c'est que ça, bah, c'est dans route. Ok, et bah, on peut pas l'utiliser. Donc on a que ce job backup.sh de Karen. Allez, si tout se passe bien, dans 8 secondes, on récupère la main. Voilà. Et là, vous voyez bien que quand je force le job, je suis Karen, ça passe pas. Mais là, c'est Cron qui l'exécute. Et Cron, comme on l'a vu, il l'exécute en tant que route. Donc vous voyez, vous pouvez forcer. Bien sûr, en forçant, vous allez récupérer la main. Mais je vous l'ai montré volontairement. Vous voyez bien qu'on a récupéré la main en tant que Karen. On s'en fout. Là, on a fait notre escalade de privilège. Là, on est les dieux dans la machine. Route, 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 route. Ok? Ou am I? Route. Ok, donc je peux aller dans route. Et dans route, il y avait quoi? Il y avait antivirus, à mon avis. Ah, il y avait LS et Snap. Ok, intéressant. Bah, je sais pas où il était en... Bon, on va essayer. Antivirus, il était où son job, là? Antivirus.sh. Donc ça, c'est le name. Ouais, bon, c'est pas très important. Donc maintenant, je peux aller dans quoi? Dans le home, je peux pouvoir lire Ubuntu, le flag, hein, qu'on pouvait pas lire. Voilà, flag 5.txt. On a notre Drapal. Super. Ouais, tu peux switcher s'il te plaît? Tu peux sortir de là? Au revoir, merci. Et là, il nous demande le password de maths. Ça devient technique. Alors, comment je peux faire? Comment je peux faire? Je peux faire 4 etc shadow. Maths, il est là. Qu'est-ce que je peux faire? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez pas? Vous vous rappelez? Vous avez intérêt à vous rappeler. Sinon, je vais m'énerver. Hop là, qu'est-ce que je fais? Je copie ça, je retourne sur quoi? Sur ma machine. Maintenant que je suis connecté en route, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui dire au revoir, merci. Je crée un nouveau fichier qui s'appelle quoi? Qui s'appelle shadow.txt. Comme ça, je m'en rappelle. Ok? Je supprime tout ça. Brrr, ça dégage. Je mets notre ami. Contrôle O, Contrôle X, 4 Shadow, je vérifie. On a bien le fichier Shadow. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire un nano sur quoi? Sur passvd.txt. Ok, pareil, je supprime tout ça. Allez, dégage. Je fais ça. Maintenant, je fais un 4 etc passvd. Youpi! J'ai quoi? J'ai maths. Allez, maths. Hop là, hop là, hop là, CTRL O, entrée, CTRL X, 4, passe VD, parfait. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Shadow, qu'est-ce que je lui dis à Shadow? Je lui dis, écoute, j'ai le pass VD, j'ai le shadow.txt, et tu vas me faire l'amour. Voilà, 4 faire l'amour. Voilà, il a concaténé les informations. Du coup, John peut quoi? Bah, lui faire l'amour, comme vous l'avez compris.
Vous voyez, faut vraiment que ça devienne des automatismes, que vous n'ayez plus à réfléchir. Tant que vous réfléchirez, que vous hésiterez, c'est que il faut revoir vos cours, revoir les tactiques, les techniques, les procédures. Ok? Je vous ai dit, les TTP sont là pour vous aider. Vous devez, ça doit devenir une seconde nature. Vous ne devez pas hésiter. Et pour ce faire, bah, il va falloir faire des centaines de captures de flag. Il va falloir en bouffer. Ok? Et honnêtement, si vous voulez faire ce métier, plutôt que payer un abonnement Netflix et vous gaver de séries américaines à la con, vous ferez mieux de payer 10 euros par mois et vous prendre un abonnement Try Hack Me ou Hack the Box, ok? Et bouffer des machines, bouffer des machines, tout le temps, ok? Un, 2, 3, 4, 5, 6. Merci beaucoup, ok? Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Prochaine partie, on verra le PATH et le NFS. Et enfin, on aura quoi? On aura une sorte de challenge, le capstone. Allez, à bientôt, ciao ciao.